J'ai deux nouvelles pour vous, une bonne et une mauvaise. La mauvaise, c'est qu'il faut encore m'écouter pendant 10 minutes. Et la bonne nouvelle, c'est que dans 10 minutes, cette journée est finie. Lorsque Dominique Régnier, il y a 5 mois à peine, nous a parlé au conseil de surveillance de la Fondation, en particulier à Grégoire Chertok, Charles Becbédé et moi, de son idée de faire une journée de 24 heures, comme je suis plutôt un homme de compromis et qui n'aime pas beaucoup les conflits, je lui ai dit que c'était une très bonne idée. J'étais absolument sûr, mais sûr qu'au bout de quelques semaines, il comprendrait que c'était sûrement une très bonne idée, mais une idée complètement folle et irréalisable. À 10 minutes de la fin, je crois qu'on peut tous dire que Dominique a réalisé quelque chose d'exceptionnel, fabuleux pour la Fondation, très intéressant pour tous ceux qui y ont assisté, ici dans cette pièce, sur Internet. On a eu quelque chose qui, je crois, ne s'est jamais fait. Et je voudrais chaleureusement, en votre nom, au nom de la Fondation, au nom de tous ceux qui se sont associés sur Internet, remercier très chaleureusement Dominique Régnier. Merci d'avoir eu cette idée, d'avoir eu la force de l'imposer à un conseil de surveillance qui était amusé au début, très étonné tout de suite, et puis presque un peu sceptique dans les dernières semaines. J'associe à ces remerciements évidemment l'équipe de la Fondation, Anne Flambert, Natacha Caillot, Anaïs Allemand, Virginie Denise, que vous avez vu au cours de ces 24 heures tourner autour des intervenants et les aider et les préparer à leur exercice, et puis naturellement tous les étudiants en stage à la Fondation. Je veux remercier aussi la Mutualité et ses collaborateurs. Nous sommes vraiment dans un endroit mythique. Quand on arrive ici pour parler au nom d'une fondation libérale, être accueilli par le portrait de Georges Marchais, c'est un plaisir rare, et d'autant plus que c'est un Diepois, et donc c'est tout à fait cher à mon cœur. Je voudrais aussi remercier les artistes que vous avez vus, qui étaient, je crois, très bien choisis, très variés, très divers, et qui se sont tous produits gracieusement pour vous et pour la Fondation. Je disais tout à l'heure que c'était un pari risqué, très risqué. Ça ne s'est jamais fait, on n'a jamais fait débattre pendant 24 heures de suite sur des thèmes qui étaient quand même plutôt austères, un think tank. C'était aussi un peu provocateur. Vous écoutez un peu les informations ces temps-ci, vous le savez, le travail de nuit est interdit en France, complètement interdit. Et je ne sais même pas si Dominique sait qu'il y a eu une journée entre les 2 nuits qu'il a passées avec nous. C'était donc se mettre peut-être en marge de la loi. Vous savez que pas très loin d'ici, aux Champs-Élysées, la loi fixe le couvre-feu. Le couvre-feu à Paris est toute l'année entre 20h et 21h. Et contrairement à beaucoup de villes du monde, le travail doit s'arrêter. Dominique a décidé qu'il s'asseyait sur cette loi précisément. Je crois qu'il a bien fait et on veut le remercier. Qu'est-ce que nous avons entendu? D'abord, une très grande diversité, c'est-à-dire une grande richesse. Ensuite, le sentiment général, c'est que le progrès, c'est possible. C'est possible et c'est même souhaitable. Il est en marche et le progrès, c'est vous tous qui avez parlé ici, vous qui êtes venus écouter, qui avez soutenu nos intervenants. Nous avons compris aussi une autre chose, c'est que le progrès et la croissance, ça c'était l'objet de l'avant-dernière table ronde, le progrès et la croissance sont intimement liés. Définitivement, à la Fondapol, et on en a parlé très souvent, nous ne sommes pas pour la décroissance. À titre personnel, j'ajoute que moi, je ne suis pas pour la décroissance démographique, et je crois que je l'ai prouvé. Le progrès, nous a-t-on dit tout au long de ces 24 heures, c'est possible, le progrès c'est vous, mais le progrès c'est difficile. Vous savez qu'aujourd'hui, toutes les sociétés occidentales, ce n'est pas la peine de paraphraser ce qu'on lit à longueur de journaux et qu'on entend sur toutes les radios et télévisions, toutes les sociétés occidentales ou développées, je pense au Japon, ont des difficultés, qu'elles soient économiques, financières, démographiques. Je pense en particulier au Japon, et Alain Minck a bien rappelé qu'une des grandes faiblesses de l'Allemagne aujourd'hui, c'était d'avoir une démographie très déclinante. Nous avons pas mal de ces difficultés-là, à l'exception peut-être de la faiblesse démographique qui ne se manifeste pas chez nous. Et nous cumulons aussi à ces faiblesses une forme de blocage, une société qui est un peu engourdie. Je vais vous raconter deux anecdotes rapidement. Un très grand industriel français, François Pinault, il y a une dizaine d'années, a voulu montrer à la France une collection d'art contemporain
absolument considérables qu'il avait réalisés au cours de toute sa vie. Et il avait choisi un très grand architecte japonais, un projet somptueux qu'il voulait établir sur l'île Séguin. Et puis de demande de permis en refus de permis et en tracasserie administrative, au bout de plusieurs années, il a décidé qu'il ne pourrait pas construire sa fondation à Paris et qu'il allait présenter ses œuvres dans un endroit magique puisque c'est à Venise. D'ailleurs, sa fondation a et aura un très grand succès à Venise. Mais il a bien fait de le faire, puisque moi j'ai l'occasion de passer très souvent devant l'île Séguin pour aller au siège de la société Carrefour, pour tout vous dire. Et bien sur l'île Séguin, il ne s'est rien passé depuis 10 ans, rien. L'île Séguin est toujours dans le même état, et si François Pinault avait attendu, ses œuvres d'art seraient toujours dans les caves. Un autre groupe, que je connais mieux encore, le groupe LVMH, a voulu donner à Paris une fondation d'art contemporain, et on a demandé à Franck Gehry, qui est un grand architecte là aussi, de faire un projet pour nous. On a eu tellement d'ennuis avec les permis de construire successifs et les gens qui nous les ont attaqués, qu'il a fallu passer par un subterfuge juridique un peu particulier, puisqu'il a fallu faire voter une loi pour décider que, nonobstant toute règle administrative préalable, on pouvait construire à cet endroit une fondation destinée à l'art contemporain. Si on n'avait pas pu faire voter cette loi à la fois par la gauche et par la droite, d'ailleurs dans un mouvement assez rare, on n'aurait pas pu construire cette fondation et Paris n'aurait pas une œuvre architecturale majeure de plus construite par Franck Gehry. Je pourrais citer beaucoup d'exemples comme ça. La Samaritaine, ça fait 8 ans qu'elle est fermée, 8 ans qu'on demande des permis, 8 ans qu'ils sont attaqués. On doit y faire 500 millions de travaux, mettre 3000 emplois sur place, et on n'a toujours rien commencé parce que la France ne permet pas, à cause de son système administratif et réglementaire, de faire avancer les choses, alors qu'il y a des bonnes volontés absolument partout. Ce qu'on a appris aujourd'hui aussi, c'est qu'il ne fallait pas se résigner, que le progrès, c'était possible. Mais alors que faire? Dans notre vie politique, il y a toujours eu deux approches, et je préside le conseil de surveillance d'une fondation qui s'appelle la Fondation pour l'innovation politique. Ces deux manières de faire, très rapidement, c'est la gauche et la droite. Ce n'est pas du tout l'objet aujourd'hui de faire de la polémique, et vous verrez où je vais en venir dans une seconde. Être de gauche, c'est facile à définir, c'est considérer qu'il faut prendre un peu à ceux qui ont trop pour donner à ceux qui n'ont pas assez, et c'est un mouvement qui est, ma foi, est plutôt compréhensible. Être de droite, c'est déjà plus compliqué. Si je demandais à certains d'entre vous s'ils se sentent de droite, peut-être ne répondraient-ils pas. Et s'ils répondent oui, si je leur demandais pourquoi et qu'est-ce que c'est qu'être de droite, on aurait des réponses très différentes. Il y a plusieurs façons d'être de droite. Politiquement, on peut être de droite comme un officier en retraite qui considère que c'était mieux avant, qu'il faudrait un peu plus d'ordre. On peut être de droite comme pas mal des chefs d'entreprise qu'on a pu écouter aujourd'hui qui disent simplement « laissez-nous faire ». Enfin, il y a plusieurs moyens d'être de droite. Il y en a sûrement aussi plusieurs moyens d'être de gauche. En revanche, il y a au moins aujourd'hui un socle de certitude. Il y a des choses qu'il faut changer en France, il y a des choses qu'il faut obtenir, et si on ne s'y met pas tous, on n'y arrivera pas. Ces choses, très rapidement, c'est maîtriser les dépenses publiques, restaurer l'emploi, assurer l'ordre et la paix civile, ça c'est le minimum, et lever les blocages de la société. Et je pense aujourd'hui, même si je surprendrai quelques-uns de mes amis, que qui le fera est moins important que comment le faire. Notre peuple est politiquement très paradoxal. Il adore l'alternance, déjà. Depuis 1978, toutes les élections, sauf une, ont fait partir le tenant du titre pour le remplacer par l'équipe adverse. 1981, Valéry Giscard d'Estaing est battu. 1986, François Mitterrand est battu, c'est une cohabitation. 88, Jacques Chirac est battu. 93, François Mitterrand est à nouveau battu. 95, je ne me souviens pas bien ce qui s'est passé, mais je n'ai pas un bon souvenir. 97, Alain Juppé, qui était Premier ministre, est battu lors des élections législatives. 2002, Lionel Jospin, qui lui avait succédé, est battu. Et 2007, Nicolas Sarkozy, qui est élu sur un programme de rupture quasiment avec la majorité auquel il appartenait. 2012, enfin, le président Hollande est élu, il y a 18 mois. Il a un slogan, son slogan c'est le changement maintenant. Eh bien maintenant, on a la majorité des gens qui voudraient le changer lui. Et c'était, il y a 18 ans, le président élu de tous les Français. On est aussi un peuple paradoxal. Nous adorons la laïcité est au cœur de la République, et pourtant il est absolument impossible de supprimer une des 5 ou 6 fêtes religieuses catholiques qui rythment notre emploi du temps. Le rapport au changement, en fait, c'est au cœur de la réflexion sur comment obtenir, au moins qu'on traite le socle dont je vous parlais tout à l'heure. La Révolution française, c'est un mythe fondateur chez nous, comme aux États-Unis, la Révolution américaine.
à la différence près que la Révolution américaine s'est faite contre les Anglais et que la Révolution française s'est faite contre notre propre société. On a tellement aimé la Révolution qu'au XIXe siècle, on en a fait 4. 1789, puis 1830, 1848 et la Commune. Et j'oublie la Révolution nationale du XXe siècle qu'il vaut mieux oublier. Alors, comment s'y prendre? Quel rôle pour les élites? On a entendu cette nuit un brillant exposé sur le tirage au sort. Moi, je me refuse à croire que nos élites politiques soient tellement mauvaises qu'elles seraient toujours inférieures au tirage au sort. Donc il faudrait peut-être essayer autre chose. Dominique Régnier a fait un très bon article dans Le Point de cette semaine, que je vous recommande, dans lequel il dit que les élites sont en crise, et qu'elles sont notamment en crise à cause du recrutement. Que ce recrutement donne une trop grande place à l'élite scolaire, et que cette élite scolaire donne une trop grande place aux écoles publiques. Il cite Polytechnique, l'ENA, Normale Supérieure. J'observe qu'il fait venir des écoles de Normale Supérieure, quelques-uns de l'ENA, et qu'il est professeur à Sciences Po, ce qui naturellement, est tout à fait cohérent. Mais son article pointe bien le fait de la crise de légitimité de nos élites. La vraie question aujourd'hui, c'est comment rétablir la légitimité de notre classe politique. En fait, la classe politique en France, elle est un peu comme notre équipe de football nationale. Elle n'a pas marqué assez de buts. J'ajoute d'ailleurs que c'est comme en football, c'est toujours l'Allemagne qui gagne à la fin. Je ne voudrais pas rappeler ce qui s'est passé hier soir, c'est triste pour tout le monde. Mais la classe politique, elle recueille le désamour du fait qu'elle n'a pas assez clairement dit les choses quand il fallait les dire et sûrement pas fait quand il fallait les faire. Aujourd'hui, il lui reste plusieurs choses. Il lui faut collectivement identifier les problèmes sans les dissimuler, proposer des solutions